un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonsoir. Eh bien, bonjour à tous les auditeurs de la zone libre. Bonsoir Flavie, comment vas-tu? Ça va, très bien, et toi? Moi ça va, mais il y a un sujet dont je voudrais absolument pas parler, c'est ma récente conversion religieuse au hipsterisme. C'est une religion qui va prendre le monde comme une tempête, donc voilà, c'est un sujet beaucoup trop sensible, donc je voudrais pas en parler. Par contre, je vais décevoir tout le monde, mais on va de nouveau parler de Trump. Mais j'ai l'impression, Flavie, je sais pas si tu fais la même chose, tu te fais la même réflexion, pardon, que pour les 3 prochaines années, on va parler que de Trump, en fait, qui tient complètement l'agenda médiatique. A priori. On a commencé un peu, on en rit, mais malheureusement, c'est relativement triste, étant donné que on sait, de la part des deux partis, des deux camps, que Trump et Poutine se sont parlé. Et apparemment, il y a une sorte de consensus qui ressort, sauf du côté de Zelensky, qui effectivement n'a pas l'air content de la situation. C'est un peu le perdant, le grand perdant qui se voit à peine participer aux négociations. C'est le produit naturel d'une guerre de proxy sur ton territoire. Donc on a effectivement un Zelensky qui ne participera à rien. Et deux partis qui mettent en avant une sorte de satisfaction. J'ai beaucoup ri de voir même Tusk, quand même les Polonais ne sont pas connus pour avoir une proximité quelconque avec les Russes, être plutôt saluer la paix, all together, avec together en gras. Donc on a une expression comme une politique assez tout vers la paix. Bon, je ne sais pas s'il faut y croire, je ne sais pas si tu y crois, Flavie, mais le temps semble changer. Disons que peut-être ils sentent qu'ils n'ont plus tellement de choix, puisque les choses risquent d'avancer de façon un peu plus... c'est quand même Trump qui a les cartes en main, et avec un agenda qui est sans doute assez différent de celui de Biden, en tout cas de ne pas prolonger la guerre, puisqu'il y avait une tendance avant à prolonger cette guerre à l'infini comme ça. Donc là, Trump dit clairement qu'il veut l'arrêter. C'est déjà le premier grand changement, je crois, par rapport à l'administration démocrate avant, puisqu'ils avaient, pour des raisons diverses, des intérêts à continuer cette guerre. Alors là, pour l'instant, en effet, il y a des pourparlers entre Trump et Poutine. Alors Zelensky est là, bon, je veux pas que ça se fasse sans moi. L'Union européenne aussi s'agiste. J'ai l'impression un peu que les choses se font sans eux. Et il y a aussi des personnalités comme Raphaël Glucksmann, qui évidemment nous ramènent aux heures les plus sombres, en disant que Trump se comporte comme les Occidentaux quand ils ont offert à Munich en 1938 la Tchécoslovaquie à Hitler sur un plateau d'argent. Alors, on est revenu encore à ce genre de parallèle. Je sais pas ce que tu en penses, Flavie, mais pour moi, les références à la Deuxième Guerre mondiale ou au XXe siècle sont devenues absolument... Ouais. D'ailleurs, je suis assez paradoxal sur la question parce que on me verse tellement, moi pourtant très à gauche, on me verse tellement d'idéologie dans la bouche toute la journée dans la presse et dans les produits. Finalement, divertir, il faudrait un truc apologétique de l'invasion mongole, un truc un peu différent. Mais je trouve que ces discours-là ne percent plus et l'élection de Trump le montre. Je suis pas sûr que ce genre de discours touche encore qui que ce soit, à part les gens ils qui en ont touchent passé quelques-uns, mais on sent que 90 ça n'a plus du tout l'hégémonie que ça avait il y a 2 ans. Ça fait 3 ans, ça va faire bientôt 3 ans, du début de cette guerre. On est bien d'accord, 3 ans. Donc ça n'a plus du tout, évidemment, même les plateaux consensuels sur les chaînes de services publics, l'ambiance n'est plus la même. Alors après, évidemment, il y a des drones russes qui auraient survolé l'espace aérien moldave et roumain. Donc la Moldavie et la Roumanie se sont indignés, et la presse européenne aussi. Le gouvernement moldave a décidé de convoquer en urgence l'ambassadeur russe pour protester contre ces actions inacceptables.
De même, la Roumanie aussi s'est plainte. Ce qu'on dit moins, c'est qu'il y a beaucoup de bases, enfin, il y a des bases de l'OTAN, et notamment en construction, avec des camps militaires qui étaient en construction en Roumanie. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais c'est 2 pays dans lesquels il y avait une tentative, en tout cas, d'avoir une certaine présence de l'OTAN. Donc, il y avait, en tout cas, s'il y a aujourd'hui des drones dans l'espace aérien, il y avait des présences terrestres assez importantes de l'autre côté. Voilà, c'était juste au passage. En tout cas, on a une hystérie du côté des pro-ukrainiens. On a un soulagement pour les pacifistes, tous les gens qui espèrent sauver des vies ukrainiennes. Bon, il est difficile de dire. Il faut admettre quand même que Trump met un tel chaos sur la planète en faisant, il faut le dire, un peu n'importe quoi et en faisant comme ça monter un brouillard de guerre qu'il est difficile de savoir où est-ce qu'on va. Bon, en tout cas, on remarque que les choses bougent, c'est plutôt quelque chose de rassurant. Au moins, ça change. On n'est pas dans un statu quo, un pourrissement. Et pour revenir à Munich, enfin, l'idée de Munich, c'était l'époque où les gens beaucoup de personnes étaient persuadées que Poutine allait envahir tout le reste de l'Europe après l'Ukraine, n'ayant pas compris que l'Ukraine est un point fondamental et qui n'a aucun rapport avec les autres pays, même les pays de l'Est, ou de toute cette bordure de l'Est pour Poutine. C'est pas du tout, encore une fois, pour justifier l'agression en 2022, mais l'Ukraine est un cas très particulier. Et ça fait 3 ans qu'on nous fait peur que Poutine égale Hitler et qu'il va envahir d'abord d'autres pays de l'Est, et puis la Pologne, et puis après la Suède, la Finlande, bien sûr, et puis il arrivera un jour en France. C'est quand même ça qui... Je ne sais pas si, sur ce point-là précisément, je trouve que l'arrivée de Trump a complètement anéanti ce discours-là qui n'a plus place dans le discours politique. On va voir ce qu'il en est, parce que pour l'instant, Trump devait au jour 1 arrêter le conflit, ce n'est pas le cas. Il se donne un mois. Il faut admettre, je ne sais pas si tu as la même impression que moi, mais il est au pouvoir depuis 2 semaines. J'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses. Ah ouais, c'est assez bon. Alors peut-être que ça va se ralentir, il y a peut-être une... Probablement, mais on a vraiment l'impression que 6 mois se sont écoulés, qu'on est exposé à un changement extrêmement massif. Alors justement, tu voulais nous parler de Trump et Musk, là, plus en politique intérieure américaine. Non, je parlais de Tusk qui commentait, en fait. Simplement Tusk qui commentait. J'étais assez étonné de voir le Polonais se mettre du côté de la paix. C'est plutôt un bêtise jusqu'ici, mais quelqu'un de raisonnable politiquement. Non, on a un changement de ton assez général. Bon, on va laisser ce sujet-là parce qu'on va aller vers du plus positif. Quel que soit le camp qu'on a, on peut s'en satisfaire. Tous les otages ont été libérés. Bon. Mais est-ce qu'il y a des otages qui sont morts entre-temps? Moi, je me souviens qu'il y avait un très jeune bébé, par exemple. Je n'ai pas forcément entendu parler de cet enfant-là. Il y en a qui sont morts quand même entre-temps. Donc on parle bien du conflit israélo-palestinien et on parle bien de libération des otages par le Hamas. Il a été plus ou moins déclaré que c'est le cas de tous, mais bon, je ne sais pas si c'est vrai. Et est-ce que tu veux commenter justement sur ce qui s'est passé aux États-Unis, peut-être les derniers événements du Doge, etc. Le Doge est en train de... Bon, on va revenir donc sur le précédent, on va retourner sur Trump. Ça avance, on a une administration qui est assez hystérique. Les démocrates qui font toujours la même chose, c'est-à-dire crier au coup d'État, crier à l'horreur. On voit des sommes absolument astronomiques dépensées par l'USAID, qui semble être quand même plutôt de l'argent pour de la diversion, et aussi de l'argent qui serait contrôlé par un certain nombre de pontes démocrates pour maintenir le pouvoir au Parti démocrate à l'intérieur du pays. Le problème dans ces histoires-là, c'est qu'il y a ce qui est dit par un camp puis par un autre. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'on a déjà le Parti démocrate qui est dans un état d'hystérie absolue, alors que si j'ai bien compris, USAID, c'est un ballon d'essai par rapport au démantèlement qui vient. Bon, ça a le mérite d'être comique. Et ce qui est un peu à craindre pour la population américaine, c'est que ça tend quand même à diviser l'Amérique, en fait, assez honnêtement. Ça polarise encore plus un pays qui était déjà relativement polarisé, dans la mesure où il y a encore une proportion de gens qui sont sensibles au discours démocrate, ce qui est difficile à déterminer, en tout cas, je n'ai pas d'informations. En tout cas, oui, cette idée de coup d'État,
destruction de tout ce qui est gentil et mignon aux États-Unis est un discours qui porte, en tout cas qui est porté par le Parti. Flavie, tu as coupé ton micro. Idée de combien de fonctionnaires ont été virés pour le moment déjà? Ah, il y a des chiffres assez amusants. On a remarqué, par exemple, que le FBI a perdu 20 millions. C'est-à-dire à 20 000 fonctionnaires, on est plus de 50 000 personnes qui ont été virées pour le moment, qui se fait comme ça, un claquement de doigts. On est loin des lois du droit social européen, dans lequel c'est parfaitement impossible. C'est vrai que j'avoue que le chiffre des 20 000 fonctionnaires du FBI qui se font virer en un jour, c'est particulier. Hein. Ça fait un choc. C'est assez. Alors, il y a une dimension cathartique dans tout ça, mais en même temps, en tout cas, enfin, j'imagine pour les Américains, mais nous, on ne voit pas l'ombre du bout du nez de ce qui pourrait ressembler un tout petit peu à un coup de pied dans la fourmilière chez nous, en tout cas. Et moi, étant très attaché à tous les acquis sociaux occidentaux, voir les succès quand même. On a vu une bourse, la bourse de Milei, de l'Argentine, augmenter de 140%, un taux de pauvreté qui baisse déjà, des résultats économiques qui sont très inquiétants, moi qui suis complètement anti-libéral quand même, admettre que les politiques libérales dures peuvent être tout à fait profitables aux classes les plus pauvres, à la population. Donc on a un charcuteur d'État au sud et un ultra charcuteur d'État au nord, et ce sandwich-là, cette pince-là pourrait prendre l'Europe et donner des envies. Il faut admettre que c'est dur à croire, mais ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'être gentil pour que ça marche, et parfois être gentil, c'est ce qui a des résultats méchants. Le monde est plus nuancé qu'on ne l'imagine. C'est plus complexe. Je pense qu'il ne s'agit pas d'être anti-libéral ou anti-étatiste. En général, c'est vrai que toutes les conversations en France sont autour de ça, puisqu'on est très idéologue. Et en fait, il s'agit juste d'un équilibre des deux, enfin, sans faire du en même temps, absolument pas. Hein. Il s'agit d'être étatiste si l'État est efficace, pas obèse, comme le nôtre est obèse et inefficace, et idéologisé. Et il s'agit d'être libéral tant que le libéralisme, ça ne veut pas dire la prise de pouvoir de l'économie sur le politique. Hein. Disons à minima qu'il peut être complètement apartisan de dire qu'il faut dépenser par rapport à ses moyens. Et que si on dépense, il faut d'abord dépenser dans des flics, des profs, des infirmières, des choses concrètes qui améliorent la qualité de vie des gens. On peut se demander à quoi sert un de nos fonctionnaires français. Quand on voit Madame Levergeon, qui est quand même une spécialiste à aller couler des entreprises et faire reculer la recherche, en fait, c'est quelqu'un qui coûte particulièrement cher à l'État, ou qui à la France et à son avenir. C'est quelqu'un qui ne rapporte rien. C'est une nuisance, quoi. Donc, si on enlevait déjà une partie d'administratifs qui sont littéralement des nuisances parce qu'ils n'ont rien à faire, on avait quand même certains témoignages de Hollande, de CNAFO, un certain nombre de hauts fonctionnaires qui disaient « Mais vous savez, je fais de la politique parce qu'étant à la Cour des comptes, je travaille 5 heures par semaine. » Je suis content que la noblesse française, enfin, les noblesses soutenues par des titres et des examens offrent beaucoup de temps libre. On est content que des gens puissent écrire des livres. Mais bon, dans ce cas-là, tu ne travailles pas dans la fonction publique. Il faut enlever le titre public à ton activité, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a oublié que le public, c'était un service public et pas se servir public. Je ne sais pas comment dire. Ça c'est complètement perdu de vue. Donc, de toute façon, ça peut durer encore un certain temps, hein, mais ce genre de situation finit toujours par mal se terminer. À un moment, on devient désargenté. C'est ce que disait Oscar Wilde. Comment est-ce que vous êtes devenu pauvre au début, très lentement, puis très très vite. À un moment, les sous vont disparaître. En parlant de dépenses étatistes idiotes, de spectacles de la haute fonction publique, passons directement à Macron et l'IA quand même, qui a raisonné encore une fois et fait passer la France aux yeux du monde comme un émerveillement absolu. Donc bravo à vous. Félicitations à la France. On est très content de voir des petits films comiques. Ah oui. Il a beaucoup aimé le travail IA fait sur lui, qui circule sur les réseaux depuis un certain temps, où
on voit le président dans des tenues très années 80, dans des boîtes de nuit, déguisé en femme ou en homme. Enfin, c'était assez lunaire ce truc, mais assez drôle. Bah, disons qu'il y a des chefs d'État internationaux qui sont là pour des sujets sérieux. L'IA, c'est avant tout quand même des gains de productivité, hein, pour de nombreux pays qui espèrent sortir une plus grande partie de leur population de la pauvreté ou simplement se développer pour arriver à quelque chose dans la compétition mondiale. Les braques de Macron sur Macron en train de regarder Macron n'ont pas plu à tout le monde, notamment une journaliste indienne qui lui a fait remarquer, bon monsieur, vous êtes mignon, vous êtes tout choupi, vous êtes absolument délicieux comme personnage, mais ce n'est pas drôle, et on est ici pour faire des choses sérieuses. Et c'est là que Macron, qui a l'habitude de se retrouver devant des journalistes lénifiants et à sa botte, s'est retrouvé face à une journaliste étrangère qui lui a dit, mais monsieur, vous êtes indigne, et qui bafouilla avec beaucoup de grâce, et je pense que ça a été un moment de délectation pour beaucoup de gens qui le détestent. Donc voilà, bravo. Bravo à lui, et vive la France. Non, oui, alors sur cette question de l'IA, moi, j'avoue, parce que j'ai un peu lu ce qui s'est passé, et je ne veux pas toujours comprendre cette logique, enfin, ce qui est dit. C'est-à-dire, bon, ce qui est clair, c'est que, l'IA, on se réveille trop tard et pas assez fort, hein. Il faut se replacer dans l'ensemble du paysage économique. On est toujours à se réveiller après tout le monde, et tout d'un coup, comme si on avait tout d'un coup inventé la roue. Et après, sur les questions de régulation, je trouve que c'est extrêmement confus, parce que, en gros, les États-Unis nous reprochent de vouloir trop réguler, donc d'empêcher l'avancement technologique, etc. Et visiblement, là, si on regarde la presse française, c'est une totale offensive contre la régulation. Les allusions, nous dit le journal de la Croix, une IA humaniste n'auront trompé personne. Donc, il y aurait une grande déception sur l'idée d'une IA à démarche humaine et la régulation, alors que de l'autre côté, les Américains nous pensent absolument inefficaces à cause de la régulation. Donc, j'avoue ne pas très bien comprendre d'ailleurs de quoi exactement on parle quand on parle de régulation, parce que ce que propose Emmanuel Macron, c'est essentiellement d'héberger des data centers en France, avec beaucoup d'investissements d'argent étranger. Je ne sais pas combien nous on met, mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire, il y a des acteurs étrangers vont investir jusqu'à 109 milliards d'euros, donc surtout dans les data centers. Donc là, sur ces data centers, je pense que les problèmes de régulation ne se posent pas de la même manière. Je rappelle que Vance avait dit, c'est une chose, Vance, donc le vice-président américain, que c'est une chose d'empêcher que les enfants tombent sur des films porno, certes, mais c'est une autre chose d'empêcher la liberté d'expression. Donc tout ça, c'est une question, en effet, la régulation, c'est une question de savoir exactement de quoi on parle. Voilà. Puis pour terminer, Macron avait cette petite phrase qui se voulait très marrante, de ses amis de l'autre côté de l'Atlantique qui disaient drill, drill, drill. Nous, on veut drill, on veut forer. Mais moi, je propose juste de plug. Donc, juste de brancher quelque chose, et je n'ai pas besoin de forer et de polluer pour être. Moi, je trouve ça très courageux de sa part, parce que, étant donné les rumeurs sur sa compagne, parler de plug avec autant de fermeté, c'est très risqué. Oh là C'est quand même où tu nous très emmènes. Bon, plus sérieusement, la régulation dans les différents sauts technologiques qu'on a pu voir depuis le XVIe siècle, disons, pour faire très très court, a toujours mené à un déficit, à une situation économique difficile par le pays l'exerçant. C'est une première chose. Deuxième chose, on est dans une guerre commerciale extrêmement dure, hein. Donc on va avoir des Américains qui vont mettre tout de leur côté pour attaquer leurs concurrents potentiels. Ce qui est intéressant pour un troisième point, c'est que DeepSeek nous montre que, contrairement à ce qu'on pensait, ce que j'ai déjà répété ici, mais bon, je me permets de le redire, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas qu'une question d'argent, l'IA, vraiment pas. On peut avoir des faibles moyens, mais être un virtuose de l'algo et des mathématiques et faire quelque chose d'intéressant. On n'est pas du tout en perdition. Après, quand on pense IA, on pense toujours puissance de calcul, puissance créative. Il serait quand même intéressant simplement d'en déployer des faibles, à minima, pour commencer à améliorer tous les process et les consommations d'énergie, par exemple. Si on a dans une usine, j'invente, hein, une IA qui a pour seule chose de s'assurer que chaque machine ne fonctionne pas quand il n'y a pas une machine un objet qui passe devant qu'elle doit transformer,
on peut économiser des quantités d'énergie absolument folles, ou accélérer la production, ou peut-être varier les formes des objets qui sont créés. Donc on voit qu'en fait, les enjeux sont assez massifs. Et moi, je le répète assez régulièrement, je pense qu'on a pour un siècle d'amélioration de nos moyens de production pour arriver dans un monde idéal, l'horizon vers lequel on pourrait aller, où tout se produit un peu tout seul, en fait. Ce serait le rêve. Mais alors, il faudrait quand même que ce soit sur le territoire, parce que les coûts énergétiques de transport ne faisant qu'augmenter, idéalement, il faudrait que ces usines automatisées soient sur le territoire européen. Mais alors, c'est pas ce dont on va parler, justement, parce qu'on parle exclusivement des data centers. Donc, quels sont les Oui, autres c'est une première étape, parce qu'effectivement, il faut des data centers, il faut de la machine pour pouvoir faire tourner tes IA. Ça me paraît effectivement important. Le data center stockant les informations. Il faut du hardware, hein. C'est pas l'informatique, il existe quelque part, hein. Même s'il produit du virtuel, il est quand même situé en un lieu et en un temps. Bon, c'est un premier pas dans une bonne direction. Bon, il y a toute une réflexion à avoir aussi sur les data centers. Est-ce que ça chauffe tellement? Est-ce que c'est pas un truc qui pourrait de plus être utilisé pour de l'aménagement, pour réchauffer de l'urbanisme? Le problème, c'est qu'en Europe, on fait tout et n'importe quoi. On n'a aucune vision stratégique. On n'a pas le Haussmann de l'urbanisme qui va réfléchir tout ça. C'est vrai que sur le data center, tout à l'heure, j'ai dit une erreur, parce qu'en fait, il y a aussi un gros problème de régulation. Je pensais surtout à tout ce qui était lié à la liberté d'expression. Mais c'est plutôt des problèmes de régulation environnementale et d'urbanisme. C'est des problèmes gigantesques, c'est des transformations sociales. Quand on met des pompes à essence partout parce que la voiture est choisie en Europe et qu'on met des autoroutes et des routes parce qu'on met de la voiture au début du XXe siècle, les gens n'imaginaient pas la transformation que ça apporterait à la société. Ouais. C'est une transformation massive. L'IA est peut-être, ou peut-être même plus, une transformation de cet ordre-là. Il faut comprendre que c'est un enjeu absolument primordial. Le problème avec Macron, c'est que c'est beaucoup de déclaratifs, c'est quelques grands projets pour attirer un petit peu d'argent. 30 milliards, c'est pas une somme immense. Les data centers, c'est bien, mais c'est une petite partie du problème. Non, il n'y a pas de plan global d'orientation. Ce serait intéressant d'avoir un plan IOA et d'aller plein dedans en disant, bon, on va tout automatiser. Ce serait comique que l'Union européenne et les États disent, pour vous montrer l'exemple, on va commencer par l'administration. On va mettre une IA qui va revoir tous nos codes juridiques, qui va revoir tous nos processus qui va autonomiser tous nos processus administratifs. On n'aurait plus rien à faire. Ce serait révolutionnaire. Mais bon. En tout cas, la presse française se plaint d'une dérégulation qui lui semble excessive, mais visiblement, elle n'est pas suffisante pour les Américains parce qu'ils ne figurent pas parmi les 61 premiers pays signataires de la déclaration qui a eu lieu à la fin du sommet sur l'intelligence artificielle. On rappellera que J.D. Vance a quitté l'événement avant la fin parce qu'il avait été très mal reçu. J'ai bien peur que le narcissisme du petit Macron ait encore frappé. Et en tout cas, il a été ridicule à l'international et peut-être pas, c'était pas parfaitement fondé. Il faudra lire l'entièreté du rapport de cette convention. On verra. Alors, nous allons revenir rapidement sur le narcissisme de M. Macron très vite. Je voulais juste, puisqu'on est toujours à l'international, parler rapidement d'un article du Figaro signé par Georges Malbruno sur le personnage d'Al-Joulani, qui est le nom attendez, parce qu'il y a un nom de guerre, Al-Joulani, il y a deux noms qui s'appellent Al-Shara, Al-Joulani étant, je crois, alors quel est le nom de guerre? Il s'appelle Ahmed Al-Shara et Al-Joulani est son nom, entre guillemets, de guerre. Alors, juste pour vous dire quelques petites phrases que j'ai notées, que je trouvais intéressantes, justement, il y a cette expression qui fait le titre de l'article, je crois. Al-Shara est dangereusement intelligent. Donc, c'est un portrait assez fin du nouveau chef de la Syrie, qui est en même temps tellement ambigu que finalement, on ne sait pas très bien qui est-il, en fait. C'est un peu la question qui est en filigrane tout au long de l'article. Il manie un peu la carotte et le bâton en même temps. Il essaie de se montrer comme un dirigeant qui fait beaucoup de concessions, qui lance des ballons d'essai comme ça, voir ce qui passe, ce qui ne passe pas. Visiblement,
il est assez efficace. Donc, Malbruno se dit que sans doute le terrain avait été préparé depuis longtemps. En tout cas, ce dont il s'assure, c'est que les services de base soient assurés à la population pour qu'ils puissent rapidement voir la différence avec le régime basse. Il y avait une conférence qui avait été promise le ministre des Affaires étrangères Barrot et son homologue allemand, vous savez, qui sont venus il y a quelques semaines. Bon, pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Donc, sur le plan international, ça avance, je dirais, moyennement. Les sanctions américaines sont maintenues, malgré le changement de régime. Donc, c'est assez. Donc, ça crée une situation un petit peu figée, avec un donnant-donnant qui s'attend de chaque côté. Les opposants à Al-Joulani souhaitent, après ce qu'ils appellent donc une dictature, enfin, c'est pas exactement le mot qui est utilisé, mais en tout cas, un gouvernement islamiste ou un gouvernement, je dirais, nationaliste arabe, tel le Parti Basse, souhaiterait maintenant un gouvernement tout simplement avec moins d'idéologie, c'est ce qu'ils prétendent en tout cas. Pour terminer, le contrôle de Joulani est limité aux grandes villes, Alep, Homs, Damas, en gros. Le nord-est étant toujours un territoire kurde dans lequel s'affrontent les Kurdes et les pro-turcs, que ce territoire lui échappe plus ou moins. La côte, Latakia, tout ce qui est la ville Latakia, la côte était encore alaouite, le sud est druze. Voilà, donc la situation est voilà, pour le moment assez, je dirais, un petit peu atone. Et Malbruno aussi ajoute qu'il a beaucoup de conseillers en com britanniques. Visiblement, la communication, par contre, c'est un sujet sur lequel il s'est beaucoup lancé et sur lequel une société et même des personnes et d'autres personnes individuelles britanniques sont dédiées, à ce personnage pour le moment. Voilà tout ce que je peux retenir de cet article de Malbruno. Moi, je ne vais pas faire Madame Irma, et c'est vrai que le personnage, déjà dénoté parce qu'il a été plutôt fin sur la communication, il sait comment parler aux Occidentaux. Si vous voulez faire une très mauvaise blague, si j'étais un énorme boucher, et un dictateur de premier plan, je ferais des parades LGBT entre deux massacres pour avoir l'applaudissement de l'Occident, et je crains que ça pourrait marcher, en fait. Je pourrais absolument piller mon pays, massacrer tout le monde, vivre dans un palais en or et avec des sièges faits en peau humaine. Tant que je fais 2-3 parades LGBT et que je déclare mon amour pour la diversité, je pense que ça va être compliqué. Je pense que je serai reçu à Paris et à Washington dans les applaudissements. Bon, apparemment, la communication commence à percer les cerveaux de certains personnages dangereux à l'échelle de la planète. Bon, c'est peut-être assez inquiétant. Personnellement, vu le CV du bonhomme qui vient quand même de Daesh, à un moment ou à un autre, ça va le démanger et il va se faire quelques minorités. Les Alaouites, quand même, ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas en nécessité de quitter le pays. J'espère me tromper. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a surpris, c'est que les personnes syriennes ou libanaises chrétiennes avec qui j'ai pu parler se sont plutôt réjouies de l'arrivée au pouvoir de ces factions, enfin HTC, donc anciens quand même largement djihadistes, parce que pour elles, pour ces personnes, Bachar était vraiment encore pire. Soi-disant, je dis ça parce que nous, on n'a pas cette image-là, pas du tout pro-Bachar, mais enfin, on avait l'impression qu'il protégeait quand même les minorités chrétiennes. Or, on m'a dit pas tant que ça, que c'était un peu pernicieux. Tu sais, Flavie, si tu as une situation pourrie quelque part, si tu as Macron, et que n'importe qui vient, parce que toi, on connaît ton amour pour le président, si quelqu'un vient au pouvoir, tu ne l'as pas vu, tu te dis, bah, au moins j'ai du renouveau. Au moins je sors d'une situation, mais rien ne te dit que ce ne sera pas 100 fois pire. Mais c'est ce que je leur dis. C'est-à-dire là, elle me parlait de pernicieux. Cette personne syrienne parlait de pernicieux. Mais je dis là, ce ne sera pas pernicieux. C'est plutôt logique, en fait. Si tu vis une longue période sous un régime qui ne te plaît pas, le changement est toujours le bienvenu et tu peux te tromper. C'est le problème. En tout cas, pour l'instant, il fait bonne figure. C'est bonne figure, il n'a massacré personne, je crois. Donc, non, pour le moment, non. Donc voilà, je pense qu'il fait d'autres choses de son samedi soir. Peut-être qu'il s'est converti à une autre religion, je ne sais pas. Écoutez.
Donc voilà. Nous Espérons arrivons que ça se passe bien pour la population syrienne, en tout cas. Avant d'arriver à la France, tu voulais nous parler un peu de la Scandinavie et de la façon dont ils éduquent leurs enfants. Bah, comme à la Silicon Valley, qui depuis ses débuts, en tout cas depuis un certain temps, interdit les écrans dans les écoles, on voit les Scandinaves revenir en bon vieux bic et au papier et au livre pour éduquer ses enfants, les résultats ayant trop baissé et le niveau de l'état cognitif du petit Scandinave ayant trop décliné, on a un retour drastique d'un pôle qui a comme toujours été un pôle d'inspiration pour les méthodes pédagogiques. Donc voilà, on les a suivis dans la mauvaise direction. Espérons qu'on les resuivra dans la bonne cette fois-ci. Je trouve ça plutôt intéressant. Mais tu sais que ça, c'est pas très nouveau. Même ce qui avait fait assez pas scandale, mais ce qui était assez hallucinant, c'est que ça fait déjà même quelques décennies, dès les années 90 ou début des années 2000, les pontes de la Silicon Valley, que ce soit même Apple, comment il s'appelait qui est décédé aujourd'hui. Bon, bref. J'ai oublié son nom, mais le fondateur Oui. d'Apple. Justement, on mettait leurs enfants dans des écoles où il y avait des ardoises, des craies, c'est pas nouveau. Hein. C'est ce que j'ai dit au eux-mêmes étaient début. bien placés pour savoir les influences, enfin les effets néfastes. Oui, Steve Jobs l'avait déclaré, quand un dealer te dit qu'il ne consomme pas sa propre drogue, peut-être qu'il est mieux de ne pas lui acheter, effectivement. Ouais. En tout cas, voilà, c'est un changement en Scandinavie, et en espérant que ça fasse des émules, tout simplement. Ouais. Donc nous revenons alors un peu en France. Alors pour parler rapidement donc de ce livre, pour revenir à notre cher président, c'est vrai qu'il y a une pléthore de livres sur sa personnalité, hein, parce que il y avait aussi le livre de Mark Endeveld. Alors je ne sais pas si c'était seulement sur sa personnalité, je vais pas retrouver le nom là, mais c'était un livre particulièrement intéressant. Il y a eu donc récemment un livre qui s'appelle Macron, la pensée perverse au pouvoir de quelqu'un qui s'appelle Marc Joly. Je cherche, je ne sais pas très bien ce que je fais, mais là je cherche quand même le livre de Mark Endeveld rapidement. Dans la tête d'Emmanuel Macron, je crois que ça s'appelait. Enfin bon, voilà. Donc il inspire quand même l'ambigu Monsieur Macron. Alors, ça c'était moins psychologique que factuel sur sa façon de gérer justement les réseaux et comment ils fonctionnaient, quels étaient les différents réseaux autour de lui. Bon, mais là, on n'est pas dans le psychologique, l'auteur s'en défend. Donc, c'est, comment l'auteur, le président toxique, d'un coup, je ne sais pas bien du tout, je ne trouve plus l'auteur, mais il est facile à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on entend, nous dit-il, par individu toxique? Une personnalité dont l'influence, qui est d'abord bienfaisante, devient insidieusement nocive. Contrairement au simple méchant, l'individu toxique s'appuie sur le souvenir du bonheur. Alors, le début de son enthousiasme autour de Macron en 2016-2017, pour mieux savoir sa domination au présent. Il séduit, il envoûte avant de vampiriser. Bon, ok. Alors, séduction calculée, manipulation subtile, usage paradoxal de l'empathie, tantôt excessif, tantôt absente, narcissisme assumé, forme de sadisme politique. Et alors voilà, donc ce qui frappe en fait surtout dans ce livre, c'est le modus operandi dont j'avais déjà entendu parler même il y a des années au tout début. C'est-à-dire que les gens qui l'ont connu ou qui ont été proches de lui racontent à peu près tous la même histoire. C'est-à-dire que c'est une séduction méthodique, très forte, qui crée un lien très très fort avec les gens au début, et suivi après quelques temps de rigidité et d'indifférence. C'était le cas par exemple de Jean-Pierre Jouillet, dont il avait été très proche, et qui l'a lâché, je crois, de façon totale, hein, c'est-à-dire il paraît qu'il coupe tout contact et il les plonge complètement dans le silence jusqu'à ce qu'il les relance, parce qu'à un moment il peut avoir un besoin de la personne, comme si de rien n'était. Et donc voilà, c'était quelqu'un de très, très solitaire qui déclare lui-même qu'il n'a absolument pas d'amis. Et voilà, en gros, c'est toujours des descriptions assez peu sympathiques, tous les livres qui sortent sur ce monsieur. Et on ne peut pas dire qu'il génère beaucoup de positivité. Oui, bon, je crains qu'on puisse dire la même chose de Mitterrand, qui avait une description assez semblable, quelqu'un qui ne faisait qu'utiliser les gens autour de lui, les séduisait pour en obtenir quelque chose. En soi, ça, je crains que ce soit... ça pourrait même être considéré sur certains aspects comme la figure machiavélienne, Machiavel qui trouvait cette figure tout à fait nécessaire. Donc,
La différence avec Mitterrand, je dirais, c'est qu'on lui reconnaissait une sorte d'épaisseur quand même, d'épaisseur intellectuelle ou d'épaisseur de personnalité. Or, quand on parle de Macron, on parle beaucoup du vide aussi, de quelque chose de totalement insaisissable. Sur le point de sa rigidité à vouloir le pouvoir, bon, que la France soit dirigée par un manipulateur, c'est intéressant. Moi, j'aurais aimé qu'il soit un peu moins jeune, avec plus de conviction. Bon, on va rester sur cette note positive parce qu'on aime toujours nos amis français. Et on salue nos auditeurs. On leur rappelle de venir suivre nos réseaux. On lit tout ce que vous écrivez. Attendez, moi, j'ai pas fini, David. J'ai un autre petit sujet. Ce sera pour la semaine prochaine. Ah bon? Mais quand je suis en train de dire le truc de fermeture, tu peux pas me couper. Sinon, je dois le couper au montage. Je ne te coupe pas, alors vas-y. Termine. Non, on t'écoute. Ah non, mais c'est pas grave, j'en parlerai la prochaine fois, mais je devais parler justement de la convergence, c'est ce qu'on avait annoncé, la convergence des luttes qui ne fonctionne pas. Toujours. Avec le cas de l'actrice Carla Sofia Gascon. Allons-y. Alors, donc c'est une actrice qui a été considérée comme une victoire du wokisme, justement, je crois qu'elle a gagné un prix à Cannes, mais je ne voudrais pas dire bêtise, mais ça, c'est pas très important. Et le pitch du film, c'est l'histoire de la rédemption d'un dangereux narcotrafiquant mexicain après son changement de sexe. Donc, elle devient une femme et elle devient quelqu'un de bien. Donc, ça avait enthousiasmé les foules. Et il se trouve qu'on a exhumé quelques tweets jugés racistes qui sont en train de briser sa carrière. Et Jacques Audiard ne sait plus quoi inventer pour s'excuser, puisqu'elle dit notamment que l'islam est un foyer d'infection pour l'humanité. Donc là, la rencontre c'est des choses qu'on a trouvées dans son passé, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est intéressant de voir effectivement que le camp du progrès et le camp du sociétal découvrent une chose assez intéressante. C'est que quelle que soit son essence, entre guillemets, quel que soit ce qu'on est, on peut avoir des opinions politiques différentes. On va avoir des considérations sur des corpus idéologiques ou religieux. Bon, voilà, c'est intéressant. Elle avait dit lors de la cérémonie des Oscars en 2021, je ne savais pas si je regardais un festival afro-coréen, une manifestation Black Lives Matter ou la journée internationale du droit des femmes. Donc à l'époque, elle n'était pas très... même droit des femmes. À l'époque, elle ne voulait pas faire carrière, en tout cas. Peut-être, voilà. Donc, c'est un bon exemple de petit bug dans la convergence des luttes. Et il y a aussi un exemple édifiant de cette incohérence, qu'il y a le soutien des militants LGBT au Hamas observé dans les universités américaines dans la même lignée. Voilà. Juste pour terminer sur une petite note... Donc voilà, on a encore un épisode supplémentaire aux hystéries occidentales et à l'incohérence absolue des idées. Tout pour l'affect. L'affect ne mène à rien, méfiez-vous-en. Je vous invite à vous suivre tous nos réseaux sociaux, à liker cette vidéo, à nous poser 1000 questions, à souligner que nos intervieweurs sont intéressants. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Flavie, merci Noah. Merci. Dans la dissociété des dissouris contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.